Bien, chers amis, nous arrivons donc à notre dernière session. Je voudrais remercier non seulement nos intervenants, mais aussi le public qui reste, après ces 2 journées de réflexion intense, qui reste encore présent en cette fin de semaine, d'être là fidèlement. Depuis 2 jours, nous tentons de réfléchir aux grands mouvements qui traversent notre discipline, ces grandes transformations en cours et les chemins que le droit pénal pourrait prendre à l'avenir. En dépit de la diversité et de l'originalité de chacune des interventions et de chacune des propositions, on peut d'ores et déjà dresser quelques constats, quelques grandes lignes partagées. D'abord, le droit pénal conçu comme système de contrôle social, de nature répressive, est loin d'être moribond. Au contraire, comme l'a souligné dès le départ Emmanuel Dreyer, le droit pénal est en extension en réalité. Le droit répressif est en extension, la légalité criminelle s'élargit, les incriminations se multiplient, s'étendent, les modes d'imputation se diversifient, s'objectivisent, la prescription disparaît petit à petit. Mais ce mouvement d'extension générale du droit pénal se fait au prix, on l'a vu, de chevauchements, de recoupements, de déplacements des frontières entre le droit pénal, les autres branches du droit, avec d'autres formes de traitement des illégalismes. On a vu qu'il y avait des articulations nouvelles avec le Code de la sécurité intérieure. On voit aussi, aux côtés du droit pénal traditionnel, apparaître des réponses pénales contractuelles, la compliance, le traitement futur peut-être algorithmique de certains contentieux pénals. En réalité, donc, le mouvement n'est véritablement pas celui de la fin du droit répressif, mais sans doute de sa transformation en profondeur. Un déclin finalement du droit pénal classique vers un droit pénal sans doute plus sécuritaire, fondé sur un maillage beaucoup plus serré de normes de comportement, d'acteurs de surveillance et de détection, des acteurs toujours plus nombreux, de traitements répressifs en dehors du passage par le procès judiciaire équitable. Bref, outre les critiques que l'on peut porter du point de vue des libertés à une telle évolution, on peut se demander si, au fond, elle est la réponse aux besoins de notre époque. Car on l'a peut-être moins abordé, et c'est l'objet un petit peu de cette session. Notre monde connaît des bouleversements multiples. Crise environnementale, on en a parlé, crise du tout numérique, remise en cause aussi des principes de la démocratie libérale, le retour des temps sombres de la guerre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la justice pénale, le droit pénal, qui a traditionnellement comme fonction d'assurer le monopole de la violence légitime, de pacifier les relations humaines, d'assurer la paix publique, est-ce que le droit pénal est encore aujourd'hui une solution aux multiples crises que nous traversons ? On pense évidemment en ce moment aux travaux de Mireille Delmas-Marty qui avait essayé de réfléchir à cette réponse aux crises multiples que nous connaissons et aux moyens que le droit peut apporter pour proposer un monde plus vivable avec cette idée de force imaginante du droit. Alors les forces imaginantes du droit, nous allons donc les mettre en œuvre dans cette dernière session et on va commencer par réfléchir effectivement à cette évolution. On en a parlé tout au long de ces 2 jours, mais c'est peut-être d'une réflexion plus conclusive maintenant que nous allons avoir avec Stanislas Tocha, professeur à l'Université de Luxembourg. Merci beaucoup Stanislas d'être parmi nous et secrétaire général de l'Association internationale de droit pénal, qui va s'interroger, est-ce que nous allons vers une justice pénale numérique et des nouveaux acteurs de la justice pénale dans cette justice pénale numérique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je profite de cette occasion pour transmettre mes sincères remerciements aux organisateurs de ce congrès pour m'avoir invité. C'est mieux ? C'est un événement extrêmement intéressant qui a suscité de nombreux questionnements depuis hier. Les organisateurs m'ont assigné un très beau sujet, mais pas des plus faciles, vers une justice pénale numérique, avec un point d'interrogation. Mais je n'ai que 15 minutes pour aborder ce vaste sujet. Je devrais donc faire des choix. Comment peut-on définir la justice pénale numérique ? Je souhaite ici penser la question autrement. Où aperçoit-on l'influence des nouvelles technologies sur la justice pénale ? C'est une question rhétorique, tellement nous avons des exemples à foison dont nous parlions depuis hier. Je vais d'abord aborder des exemples actuels
trop proche du présent et peut-être pas assez futuristique. Puis j'irai très loin dans le futur, jusqu'à casser ma boule de cristal. Enfin, nous reviendrons sur un d'entre eux pour évoquer quelques réponses sur ce que pourra être la justice pénale numérique de l'avenir. Je m'écarte du traditionnel plan français en 2 parties et 2 sous-parties. Vous m'en excuserez, j'espère. D'abord, quelques exemples actuels qui en appellent à l'avenir. En particulier en France, les ministères de l'Intérieur et le ministère de la Justice travaillent ensemble dans la mise en œuvre de la procédure pénale numérique. Cette réforme vise l'abandon progressif du papier au sein de la procédure pénale, notamment grâce à la mise en œuvre de la signature électronique et de la transmission des dossiers sous forme dématérialisée et sécurisée. Mais la justice pénale ne se limite pas à la procédure pénale numérique. Je souhaite ici aborder la justice pénale numérique de manière plus large. Les technologies numériques influencent et pénètrent la justice pénale dans son environnement global, dans les combats contre toute criminalité, depuis la prévention de l'infraction jusqu'à l'exécution des peines. Les nouvelles technologies permettent d'amasser des quantités de données comme jamais auparavant. Et cette masse de données peut être traitée comme jamais auparavant en se passant presque de l'esprit humain. Ce que nous appelons les big data et son traitement permettent aujourd'hui la prévision et la prévention des délits, mais aussi de la récidive. Nous ne sommes plus loin des Minority Report concernant la prévention. Nous avons déjà mentionné le logiciel américain Compass au cours des multiples interventions. De manière générale, vous avez pu remarquer que l'intelligence artificielle est au cœur de la justice pénale numérique, dont je ne m'entendrai pas davantage sur ces sujets. Aussi, cette masse de données questionne leur conservation, enjeu majeur qui ne trouve toujours pas de solution très satisfaisante. La jurisprudence européenne n'arrête pas de se multiplier en la matière, Tele2 Sverige, Big Brother Watch, la quadrature du net, etc. La jurisprudence française ne se tarit pas non plus en la matière quand on pense aux suites françaises de ces derniers arrêts de la Cour du Luxembourg. Revenons au titre de la session du jour, les principes du droit pénal à venir. Finalement, les exemples que je viens de mentionner sont déjà actuels, se conjuguent déjà au présent. Ce n'est peut-être que la régulation qui est à venir. En matière d'intelligence artificielle, nous attendons avec impatience l'aboutissement des négociations européennes sur les règlements sur l'intelligence artificielle, et notamment sur les limites entre utilisation interdite ou à haut risque de ces systèmes d'IA. Quid futur? Nous pouvons prévoir l'expansion de la création des mondes virtuels, ce que certaines entreprises préfèrent appeler le métaverse. Pour sa part, la Commission européenne opte pour l'expression des mondes virtuels. La Commission, d'ailleurs, a publié une communication portant sur l'initiative de l'Union européenne sur le monde virtuel, un coup de pouce dans la prochaine transition technologique. Ici, je cite. Cette communication offre une première réflexion sur la régulation des mondes virtuels. Ce qui transpire de cette communication et d'autres documents portant sur ces sujets est la volonté d'utiliser cette technologie d'espace virtuel pour mettre en œuvre des services publics. Par exemple, nous pourrions bientôt visiter virtuellement notre mairie pour demander le renouvellement de notre permis de conduire ou pour se marier en ligne. Plus besoin de réserver les traiteurs et les logements pour toute la belle famille. Est-ce qu'un jour, le procès pénal se déroulera dans une salle virtuelle avec des avatars des juges, procureurs, avocats et accusés? C'est la question questionne certains principes du droit pénal, comme la publicité et l'oralité. Mais la visioconférence est déjà utilisée depuis longtemps, notamment en France, pour améliorer les rapports de la justice entre la métropole et les Outre-mer. Cette visioconférence permet aussi d'éviter des déplacements, des mises en cause potentiellement dangereux. Elle permet aussi de protéger des témoins, voire des victimes, en évitant une confrontation physique. Pourrait-on pousser les procès pénals jusqu'à la dématérialisation totale, sans besoin de construire de nouveaux palais de justice? Nous parlions il y a peu des contraintes économiques qui lient la justice. Peut-être vais-je ici trop loin dans mon
excursions vers le futur. Peut-être suis-je ici dans le domaine de la science-fiction de la justice pénale. Retournons vers un futur proche de la justice pénale numérique. Je souhaiterais ici développer le rôle des technologies numériques dans la récolte des données numériques. Ces données offrent une possibilité extraordinaire des preuves pénales. Toutes sortes de données, trafic, identité, contenu, localisation, etc., peuvent servir comme preuve pénale. Prenons ici un exemple emblématique. Dans les cas Carpenter, connus aux États-Unis pour d'autres raisons, la police américaine a réussi à prouver que M. Carpenter était à la tête d'un groupe criminel dédié au cambriolage des domiciles grâce aux données enregistrées par les antennes 4G. À chaque fois qu'une maison était cambriolée par ce groupe, les portables de M. Carpenter s'est connecté via une antenne proche à cette maison ayant fait l'objet du cambriolage. Par les traitements croisés de ces multiples connexions et des liens temporels et géographiques avec le cambriolage, la police a réussi à convaincre les juges que ce n'était pas un hasard et que l'accusé était bel et bien le chef du groupe criminel. Un autre exemple, plus rapidement mais également aux États-Unis, s'agissant de l'apport des preuves grâce à des discussions enregistrées par l'assistant vocal Alexa. Mais si ces données existent, encore faut-il pouvoir les obtenir. Plus précisément, encore faut-il que les autorités policières et judiciaires y aient accès. Mais comment y avoir accès quand ces données sont détenues par des entreprises américaines, étrangères, et qu'elles sont stockées dans des serveurs en Californie, en Irlande, en changeant constamment des rattachements territoriaux physiques? Une solution apportée par l'Union européenne réside dans les règlements relatifs aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques. La procédure législative relative à ces paquets sur les preuves électroniques a duré 5 ans, au cours duquel plusieurs versions des textes, divers compromis et approches ont été proposées, notamment par la présidence française. Le texte final adopté en juin de cette année est un produit de ce processus, mais finalement, à mon avis, il ne diffère pas beaucoup de la proposition originale de la Commission européenne dans ses éléments principaux et dans la révolution juridique qu'il propose. Les paquets sur les preuves électroniques se composent de 2 instruments, un règlement et une directive. La directive sert principalement à garantir une application efficace du règlement en exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les prestataires de services offrant des services dans l'Union européenne soient obligés de désigner au moins un représentant légal dans l'Union habilité à recevoir et répondre aux injonctions créées par les règlements. L'élément phare de ces duos des textes est les règlements relatifs aux injonctions de produire et de conserver des preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et à l'exécution des peines privatives de liberté à la suite des procédures pénales. L'objectif du règlement est de fournir un cadre pratique et efficace au sein de l'Union européenne pour l'obtention des preuves électroniques dans le cadre pénal. Le règlement prend au sérieux l'absence de territorialité des données, car il n'est pas fondé sur un critère de territorialité des données, mais sur les critères de la fourniture des services au sein de l'Union. Ces fournisseurs de services choisissent un État de contact au sein des États membres participant à l'instrument afin de coopérer avec les forces de l'ordre. Les règlements prévoient des règles sur l'identité des autorités compétentes pour émettre les injonctions, les catégories des fournisseurs de services qui y sont soumises, les conditions d'émission des injonctions, la procédure de demande et la procédure d'exécution. Il prévoit des délais beaucoup plus courts pour la production des données que d'autres instruments de coopération, notamment en comparaison avec la décision d'enquête européenne. En application du nouveau règlement, les fournisseurs des services ont 10 jours à compter de la réception de l'injonction dans des circonstances normales pour y répondre et 8 heures en cas d'urgence. Reste à savoir comment sera mise en œuvre cette notion d'urgence. Comme il s'agit d'un règlement, il devrait créer un système plutôt uniforme, bien que 2 aspects importants soient laissés à l'appréciation des États membres: les sanctions en cas de non-respect des injonctions et les voies de recours pour les personnes concernées. Ces 2 aspects restent donc une variable inconnue du nouveau système. Pourtant, ces deux
dont dépendront l'efficacité de la collecte transnationale des preuves électroniques et l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Il convient néanmoins de noter que l'article 13 du règlement dispose que les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires puissent aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent du prestataire de services. C'est autant que les montants des amendes prévues par le RGPD, mais moins que ce qui a été adopté récemment dans le cadre du règlement sur les services numériques. Ce qui est essentiel, c'est que le règlement crée un nouveau modèle de coopération judiciaire à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne l'obtention des preuves électroniques, permettant aux forces de l'ordre d'acquérir des données par le biais d'une coopération directe avec les fournisseurs de services. Dans le système classique des coopérations internationales, cette coopération s'étend d'État à État. Dans le système de coopération européenne, la reconnaissance et la confiance mutuelle s'étendent d'État à État. Au contraire, dans les règlements, en principe, l'injonction ne nécessite l'intervention des autorités de l'État du fournisseur, appelé État d'exécution, qu'en l'absence de coopération du dit fournisseur. Les ordres sont transmis aux fournisseurs de services directement ou à travers un système dématérialisé en cours de déploiement à l'échelle de l'Union. En fonction du type de données demandées, ces injonctions contournent complètement les autorités judiciaires de l'État d'exécution. Bien que ces autorités puissent être informées de la demande, elles n'ont pas à exprimer d'avis pour que l'ordre soit exécuté. Il faut admettre que le règlement a relevé un défi très important et qu'il tente de fournir un outil utile aux autorités d'enquête et de poursuite. La question de savoir si l'outil sera efficace et quelle sera la position des personnes concernées par les demandes d'obtention des données reste une question ouverte. Pour revenir au principe du droit pénal de l'avenir et au rôle des différents acteurs dans la justice pénale numérique, ce règlement est un exemple paradigmatique de l'importance des fournisseurs de services numériques. Leur rôle jouera bientôt dans l'exécution de la loi, mais aussi dans la prise de décisions ayant un impact sur les droits fondamentaux. En répondant aux nouvelles injonctions créées, ils pourront se positionner sur les valeurs potentiellement en conflit dans l'obtention des données électroniques, notamment entre le droit à la vie privée et à la nécessaire poursuite des violations les plus graves aux valeurs les plus importantes choisies par nos sociétés démocratiques. Les fournisseurs de services auront l'opportunité d'évaluer la proportionnalité et la légalité des demandes des autorités publiques, même si les règlements en dit le contraire, dans un déni du rôle pragmatique de ces acteurs privés et des contraires humaines et économiques des forces de l'ordre. Ce rôle était traditionnellement associé, et à juste titre, avec le pouvoir public. L'obtention des données électroniques questionne donc la position des acteurs privés, mais aussi de la force publique, qui n'est pas la seule à pouvoir agir dans la sphère pénale et dans l'équilibre entre droits fondamentaux. La justice pénale numérique a un avenir qui sera pour sûr européen, mais dont la privatisation devra faire l'objet d'une attention particulière. L'exemple de la collecte de la preuve et le nouveau règlement montrent comment les prestataires de services, acteurs privés, jouent un rôle très actif dans l'application des lois et sont obligés d'accomplir des actes visant à équilibrer les droits et les valeurs les uns par rapport aux autres d'une manière qui assimile les rôles au rôle juridictionnel des acteurs publics. Il y en a d'autres exemples, en l'espèce, quand la lutte contre les contenus illicites ou préjudiciables en ligne. L'idée d'impliquer des acteurs privés dans la réglementation et l'application n'est pas nouvelle. Ces dernières années, nous avons observé à quel point les acteurs privés étaient de plus en plus impliqués dans la réglementation et l'application des règles. Cet engagement pourrait prendre la forme soit d'une corégulation ou d'une autorégulation, soit d'une réglementation purement privée. Depuis un certain temps, la réglementation et son application ne sont plus les monopoles de l'État. En outre, le secteur privé a été fréquemment coopté dans la lutte contre la criminalité. David Garland a inventé le terme « stratégie
des responsabilisations pour décrire ce nouveau rôle du secteur privé qui se concentre fortement sur la prévention de la criminalité. Citons par exemple les stratégies de lutte contre les blanchiments d'argent ou l'obligation de collecter puis de transmettre certaines données aux autorités comme celles des télécommunications, des données fiscales ou données des dossiers passagers. Aujourd'hui, cependant, nous allons clairement au-delà de la responsabilité du secteur privé en matière de réglementation et d'application de la loi. Les acteurs privés participent non seulement à l'élaboration des règles pour leur secteur, mais ce sont eux qui sont responsables de la définition des infractions. Les acteurs privés ne se contentent pas de contribuer à l'application des règles par la mise en œuvre des règles. Aujourd'hui, les acteurs privés luttent de manière proactive contre les infractions et conçoivent des stratégies et des outils pour y parvenir. Ils sont tenus d'assumer ces rôles de manière proactive, soit parce que cette proactivité est imposée, effectivement encouragée ou résulte d'une nécessité pratique des prestataires de services, des fournisseurs de services. Les acteurs privés occupent également cet espace de leur propre initiative, comme le montrent les conseils de surveillance, appelés aussi Cour suprême de Facebook, qui est un organe qui prend des décisions de modération des contenus sur la plateforme des réseaux sociaux Facebook. En outre, les acteurs privés portent des jugements de valeur équilibrant les droits contradictoires les uns par rapport aux autres. À l'extrême, cela peut même conduire à désobéir aux ordres de l'État et à privilégier la protection de certaines valeurs sur la base d'un jugement commercial. Nous en avons d'exemples comme la dispute entre FBI et Apple, où Apple a refusé aux policiers de permettre l'accès à un iPhone d'un terroriste décédé. Il ne me reste pas beaucoup. Cela pousse davantage les prestataires de services vers la sphère publique, constituant un véritable changement des paradigmes. En général, les entreprises ne sont pas censées porter des jugements des valeurs, car cela relève de la sphère publique. Par contre, dans ces nouveaux contextes, les acteurs privés pourraient être contraints d'équilibrer des droits potentiellement contradictoires, tels que la liberté d'expression, les droits au respect de la vie privée, la liberté d'entreprise, les droits de l'enfant, les droits à la protection de la propriété et les droits à la non-discrimination. Cependant, exercer cette fonction entre fondamentalement en conflit avec la nature même des acteurs privés qui sont des entités à but lucratif. Ils peuvent agir pour les biens communs ou même avoir un profil de bienfaiteur, mais une politique publique ne peut pas s'appuyer sur cela, car les acteurs privés ne peuvent se comporter d'une telle manière que dans la mesure où ceci leur est bénéfique. Cette logique commerciale est bien illustrée par les conflits entre la FBI et Apple, dans lesquels Apple a donné la priorité à sa réputation de protection de la vie privée de ses clients plutôt qu'au besoin d'une enquête sur une affaire terroriste. Alors que les fournisseurs de services devront faire des choix entre les valeurs contradictoires de la même manière que les acteurs publics, contrairement à ces derniers, ils devront jouer ces rôles face au risque des sanctions de nature différente et d'autres conséquences désavantageuses, y compris par exemple des conséquences sur leur réputation. Dans de tels cas, les entreprises devront décider en fonction de leurs intérêts commerciaux. De plus, le problème de la logique commerciale guidant les acteurs privés est lié au problème de l'imputabilité et de la responsabilité. Les jugements des valeurs qui appartiennent à la sphère publique sont liés à un système démocratique des responsabilités, mais les entreprises sont avant tout responsables avec leurs propriétaires. J'ai conclu. Ce phénomène du rôle public des acteurs privés est un résultat direct de la numérisation. Et la prévalence de la technologie dans nos vies privées et professionnelles, à mon avis, ne va qu'accroître. Pourquoi ? Pour des raisons différentes. Premièrement, la technologie numérique favorise le capitalisme d'information, pour ne pas dire le capitalisme de surveillance, centré sur l'accumulation des données par les fournisseurs de services. Deuxièmement, il faut souligner la rapidité qui caractérise tout ce qui se passe dans la cyberespace, et la quantité des interactions dans cet espace. L'État, et notamment les droits étatiques, n'a pas tout simplement des capacités pour réagir avec la célérité suffisante. Finalement, le caractère mondial d'Internet questionne les règles de territorialité qui limitent l'action des forces de l'ordre en dehors des frontières physiques des États. Par conséquent, à mon avis, ce rôle public des acteurs privés, favorisé
par les technologies numériques est un des plus grands défis pour la justice pénale, mais aussi pour la justice en général, et que nous devrons aborder urgemment. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup Stanislas. Alors d'abord bravo pour ce français impeccable et puis pour cet effectivement exposé qui montre très bien que l'avènement de la justice pénale numérique repose sur des acteurs privés qui sont incontournables parce que c'est eux qui sont en fait la structure de cet espace numérique et qu'on doit faire appel à leur collaboration et effectivement, et c'est un phénomène de privatisation ou d'hybridation de la justice pénale dans le monde numérique. Et je crois que c'est un mouvement, effectivement, vous l'avez souligné, extrêmement important qu'il fallait voir lors de ce colloque. Alors maintenant, je passe la parole à Yves Cartuvels, professeur à l'Université de Saint-Louis. Je sais que Yves est assez pressé en raison d'un train, mais je suis ravi, on est ravis de l'entendre sur aujourd'hui, est-ce que la justice pénale, comme je disais en introduction, est-ce que la justice pénale peut être une réponse au fond aux multiples crises que notre monde contemporain traverse? Yves, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup Pascal. J'ai quand même encore un petit peu de temps, donc ne vous enfuyez pas tout de suite. Alors très rapidement quand même un grand merci aux organisateurs de ce colloque. Effectivement, je sais aussi le prix que ça représente et c'était franchement nickel du début à la fin. 2 jours où moi j'ai appris mais plein de choses et j'en faisais la réflexion ce midi, pas de tourisme scientifique. Toutes les contributions étaient solides, travaillées, charpentées et donc j'espère bien qu'il y aura une publication parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été amorcées et dont on a envie d'avoir la suite. Alors, on m'a demandé une réflexion sur la justice pénale à l'épreuve d'une triple crise, démocratique, sociale et environnementale, en 15 minutes. Alors, ma première remarque, c'est, Pascal, merci beaucoup, il faut vraiment être français pour proposer un truc pareil. Hein? Et il faut sans doute être belge pour l'accepter. Alors, je vais quand même essayer, avec quelques éléments de crise autour des 3 axes suggérés, et puis en évoquant dans un deuxième temps quelques répercussions qu'elles peuvent avoir sur le champ pénal et on va quand même croiser, je pense, toute une série de choses qui ont été évoquées aujourd'hui. Alors c'est une lecture partielle, elle est donc forcément partiale, mais c'est un petit peu la loi de l'exercice. Alors mon grand premier point, je suis en 2 points à la française, c'est merveilleux, les éléments de crise environnementale, démocratique et sociale. Crise environnementale. Dans les années 80, émerge la prise de conscience brutale que l'homme n'est plus maître et possesseur de la nature. On reprend la formule classique de Descartes que vous connaissez. Le renversement est évidemment colossal puisque c'est un modèle global de développement, celui de la société industrielle et post-industrielle ensuite, qui est mis en cause au nom du caractère suicidaire de l'illimitisme que porte son paradigme fondateur, celui de la croissance perpétuelle. Cette prise de conscience se traduit par le succès du concept de risque, popularisé notamment par Ulrich Beck, sociologue allemand, dans un ouvrage qu'il publie en 1986, La société du risque. Et répond à l'émergence de ce concept de risque à partir d'abord du droit de l'environnement, émergence du principe de précaution qui, plus loin que la prévention, vise à anticiper un danger non encore avéré ou identifié, ce qui va alimenter un désir de connaissance, un désir de détection, un désir d'anticipation pour mieux prévenir. Cette mutation a un impact évidemment important sur la temporalité du projet et de l'action sociale en général. Changement de temporalité avec l'émergence d'un temps court, d'un temps de l'urgence et de l'immédiateté, d'un temps de l'anticipation. Beck souligne aussi que la mutation induite par la société du risque dépasse la seule question de l'environnement. Elle nous met, dit-il, c'est le sous-titre de son ouvrage, sur la voie d'une autre modernité, caractérisée par l'émergence de ce qu'il appelle un sujet réflexif.
À sa manière, Beck souligne que la société du risque, contemporaine au fond de ce qu'on appelle parfois la société postmoderne, va de pair avec l'amorce de société de l'autonomie, enjoignant aux individus de se prendre en charge eux-mêmes. Sujet réflexif égale empowerment, responsabilisation, deux maîtres mots de cette nouvelle injonction sociale qui traverse l'ensemble des champs du social à partir des années 1980, 1990, 1990, excusez-moi. Crise démocratique. 3 éléments sur lesquels je mets l'accent. Crise de la représentation, de l'institution, de l'universel. Dans le cadre de sociétés d'individus, une triple mutation qui interpelle en fait 3 piliers du projet démocratique moderne. La première, c'est une crise de légitimité du principe de la représentation. Trop éloigné du monde vécu des individus, enfermés dans des bulles technocratiques, obsédés par une rationalité instrumentale, les représentants trahissent les représentés dans l'exercice d'un pouvoir qui leur est délégué. De là, l'émergence de modes de démocratie participative, parfois critiqués d'ailleurs au nom d'un déficit identique qu'ils reproduisent, modes de démocratie participative qui sont appelés à associer de manière plus directe les destinataires au processus de décision qui les concerne. Le sujet réflexif est ici mobilisé, il est capable de s'intéresser à une série de choses qui le concernent, sujet réflexif couplé à ce que Jürgen Habermas, philosophe allemand, appellera une raison pratique, une raison en situation, plutôt qu'à une rationalité de surplomb, la loi, le savoir de l'expert, pour réguler la vie sociale et résoudre les conflits. Cette mise en cause du principe de délégation rejaillit sur la légitimité de l'institution ou des institutions comme fondement structurant de la vie sociale. Droit, justice, école, administration, hôpital, autant d'appareils qui sont critiqués au nom d'une rationalité instrumentale, d'un fonctionnement bureaucratique et vertical, aveugle aux réalités vécues en bas. À travers ces diverses déclinaisons, l'institution incarne une forme d'universel qui rate la singularité du cas, la singularité du monde vécu de chacun. Elle devient alors instance de domination ou de maltraitance, ce que traduit dans certains champs, comme celui du handicap par exemple, un appel radical à la désinstitutionnalisation sous toutes ses formes pour promouvoir l'autonomie du sujet. Enfin, la critique de l'institution traduit une mise en cause du concept d'universel. La question ici qui fait débat est celle du rapport, par ailleurs consubstantiel au droit comme mode d'exercice du pouvoir, entre le général et le particulier, l'universel et le singulier. Cette question-là, elle est évidemment très ancienne. Toute l'histoire du droit occidental est marquée par une tension et un métissage entre la règle et le cas, l'universel et le particulier, le balancier penchant en fonction des époques, en fonction des contextes socioculturels et des traditions historiques, tantôt plutôt du côté de la règle et de l'universel, tantôt plutôt du côté du cas et du singulier. Aujourd'hui, dans des sociétés mondialisées, marquées par le pluralisme, version optimiste, par la fragmentation, version pessimiste, l'universel est devenu suspect. Questionnement de l'Union européenne au nom d'un repli souverainiste, le Brexit, mise en cause de l'État-nation sous les poussées ethno-régionalistes, en Belgique on est payé pour le connaître, mise en cause de la Cour pénale internationale dont le projet de justice universelle cache une pratique néocoloniale, contestation de la Cour européenne des droits de l'homme par des États qui remettent en cause sa lecture des droits humains, décalée, aveugle aux réalités du terrain national. Dans ces divers cas, le singulier se rebelle contre l'universel, accusé de domination ou d'indifférence à la différence.
Crise sociale ou sociétale, égocène versus gouvernance par les normes. La triple évolution que je viens d'évoquer prend corps sur fond d'une tendance plus large, celle d'une absolutisation de l'individu comme source et fin de lui-même. Dans des sociétés de l'autonomie, la subjectivité est sollicitée comme jamais. On demande à l'individu d'être autonome et responsable, actif et capable de se prendre en charge. On lui suggère aussi d'être authentique, en adéquation avec lui-même, au prix peut-être d'une négation sans doute illusoire de sa division intrinsèque. Cet accent sur un sujet authentique et autonome a son revers, la tentation du repli sur soi ou sur son groupe d'appartenance, la mise à l'écart de l'autre dans un monde où la question de l'identité, plus que celle de l'égalité, devient centrale. Plutôt qu'intégrer au nom de l'égalité dans un monde commun, l'injonction devient aujourd'hui d'inclure dans la reconnaissance de la différence, quitte à voir émerger parfois un différentialisme de proximité favorisant la construction de mondes séparés. Les tentations de l'égocène et de la tribalisation, largement encouragées par le fonctionnement en silo des réseaux sociaux, rendent évidemment très complexe la discussion et la construction d'un monde commun. Mais en même temps, le développement d'une logique algorithmique fonctionnant au profilage encourage un mouvement exactement inverse de désubjectivation. Au royaume des big data, le sujet singulier disparaît derrière son double numérique. Il est embrigadé dans un profil construit à partir du croisement de données individuelles auxquelles il n'est rattaché qu'a posteriori. La gouvernance se fait ici machinique, revendiquant une objectivité fondée sur l'inférence statistique, dernier fétiche d'un universel dévoué. J'en arrive à mon point 2, concerné aux mutations du droit pénal et de la politique criminelle dans ce contexte. Quel impact ce paysage global peut-il avoir sur les évolutions du droit pénal et de la justice pénale? Alors j'ai peu de temps et je me contente de lister 5 éléments que je développerai ou que j'ai développés déjà de manière plus importante dans un texte écrit. Premier impact, il est d'ordre temporel. Outre un décentrement du pôle de gravité de la justice pénale vers l'amont, la police, le parquet, et l'émergence d'un droit pénal de l'urgence, on voit apparaître, au nom de la sécurité, un droit pénalo-administratif qui importe le principe de précaution dans le champ pénal. Alors j'étais un petit peu interrogatif avec ce point parce que je me fonde essentiellement sur les évolutions repérables dans le champ du terrorisme ou de la lutte contre le terrorisme en Belgique. Après avoir entendu ce qui s'est dit au cours de ces 2 jours, je pense que l'analyse est très très semblable à ce qui peut exister en France. En matière de lutte contre le terrorisme, ce qu'on voit émerger, c'est un droit pénal anticipatif. Incriminer des actes en amont de l'infraction terroriste elle-même. Prévoir la sanction pénale d'infraction administrative destinée à prévenir les actes terroristes ou leur préparation. Un droit pénal qui est complété dans un système où se dilue la frontière entre police judiciaire et police administrative, complété par des mesures de police administrative plus souples, moins contrôlées dans la détection et la neutralisation du risque terroriste associé chez nous à la lutte contre la radicalisation. Le binôme risque-précaution exerce évidemment une pression sur divers principes du droit pénal et du procès pénal. L'égalité des incriminations, souvent très floue, proportionnalité des peines, mise en cause par la question de la dangerosité, droit de la défense, présomption d'innocence, non-rétroactivité de la loi pénale ou encore droit à l'oubli que sanctionne le principe de prescription. Tous ces principes-là sont mis sous pression. Le second élément sur lequel je voulais mettre l'accent est, en réponse à l'individualisme croissant,
une inflexion de trajectoire de l'épée pénale, orientée plus qu'il y a 20 ou 30 ans sur la protection des intérêts de la personne privée, dans son corps et dans ses biens, y compris, on en a parlé, dans la sphère de l'intime, au détriment peut-être d'intérêts collectifs. La délinquance sexuelle occupe aujourd'hui une place centrale dans l'imaginaire social, à l'inverse de la criminalité en col blanc, de la fraude fiscale ou des atteintes au droit pénal de l'environnement. Or, pour rester sur ce dernier exemple, s'il est une traduction de l'universel à défendre aujourd'hui, y compris, on l'a dit, mais pas seulement pénalement, c'est sans doute l'environnement, dans la mesure où le réchauffement climatique ne s'arrête à aucune frontière, qu'il touche absolument tout le monde, hommes, femmes, non-binaires et autres, et frappe aujourd'hui et pas demain, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort au sud de la planète. Le réchauffement climatique, ne pas s'en préoccuper, c'est d'adopter une posture néocoloniale la plus violente qui soit. Le troisième élément, fruit de la logique d'individualisation et de privatisation en cours, est la consécration de la place de la victime dans la justice pénale contemporaine. Cela se fait sous la pression d'une logique compassionnelle très présente dans nos sociétés contemporaines, qui a aussi pour prix, en miroir, la réduction de l'auteur à une figure abstraite et un durcissement pénal dans les contentieux à victime directe. Le quatrième élément, traduction de la gouvernance algorithmique et d'une logique du risque dans la pénalité, est l'intérêt qui reste en Belgique, et je crois en France aussi, finalement très théorique actuellement, l'intérêt pour une justice actuarielle, prédictive et anticipatrice du risque, à l'aide d'échelles de risque censées objectiver le risque. Je ne m'attarde pas, on a beaucoup évoqué le risque d'une justice sans audience, d'une justice robotique. On a évoqué la boîte noire de cette logique algorithmique qui lui est associée et les dérives potentielles qui peuvent lui être associées. Enfin, dernier élément dans ce patchwork d'inflexions parfois contradictoires, c'est peut-être un peu le lapsus ou l'oublié de ce colloque. Prenant acte du mouvement subjectiviste et de la capacité réflexive du sujet, mais rejetant la fermeture d'une posture victimaire, un idéal de justice communicationnelle prend forme sous les traits de la justice restauratrice. Cette justice restaurative, elle fait le pari d'un sujet réflexif, capable, à travers l'oralité d'un dialogue, mené dans la réciprocité, elle fait le pari d'un sujet réflexif de se penser, je reprends la formule de Paul Ricoeur, soi-même comme un autre, c'est-à-dire capable de s'ouvrir au récit de l'adversaire partenaire sans le disqualifier d'emblée à partir de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait et de se décaler de son point de vue originaire pour entrer dans une relation de coopération dans l'espoir d'une pacification des relations à venir. Au-delà de sa dimension judiciaire, la justice restaurative a une connotation sociale ou politique importante. Elle est un plaidoyer pour la conversation. Elle est un plaidoyer pour la conversation comme moyen de transcender les frontières identitaires, ce dont témoigne par exemple l'ambition des commissions Vérité-Réconciliation. À cet égard, elle est à l'opposé du langage volontiers binaire et guerrier du droit pénal. Postulant l'aptitude de chacun à faire le deuil de la complétude, elle fait du métissage et donc de la castration la transformation d'une perte en richesse. Elle est aussi, et ceci me permet de boucler la boucle, elle est aussi une manière de repenser l'universel. S'éloignant d'un universalisme de surplomb, elle tente la construction d'un pluriversalisme à partir de la diversité des expériences en présence. Alors la mariée est belle, on a envie de l'épouser. Elle rencontre toutefois une double limite. D'une part,
elle suppose des interlocuteurs en capacité et en volonté de converser. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, et la justice restauratrice n'est donc pas une potion magique. D'autre part, elle est indissociable d'un univers démocratique acceptant le principe de conflit de point de vue et celui d'un universel réitératif à construire donc et non donné d'emblée du haut de quelques Sinaï. La voie n'est pas simple, mais aujourd'hui, dans un monde de plus en plus polarisé, catégorisé, une voie qui cherche à construire des ponts n'est sans doute pas à négliger. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves pour cette très brillante finalement synthèse de nos travaux. On va continuer sur ce monde en crise, et aujourd'hui nous sommes entrés un peu dans les temps sombres de la guerre, des conflits, et on voulait aussi s'interroger effectivement dans ces temps sombres de la guerre, est-ce que la justice pénale est un chemin, une solution? Nicolas Guillou, on est très heureux de vous accueillir. Vous avez été juge pénal international, vous allez peut-être continuer à l'être, on l'espère. Et je vous donne la parole tout de suite. Merci, monsieur le professeur. La justice pénale a-t-elle vocation à devenir la solution à tous les conflits armés? Eh bien, c'était l'espérance qu'on avait évidemment à Nuremberg et à Tokyo, et surtout qu'on a eue dans les années 90. Vous vous souvenez, les années 90, c'était les années où on parlait de la fin de l'histoire, de la fin de la bipolarisation, tout était possible. On a fait le TPY, le TPIR, le Conseil de sécurité fonctionnait, il n'y avait pas de veto, on a signé le statut de Rome. Bref, aujourd'hui, ça nous paraît presque de la science-fiction, en tout cas, c'est ce qu'on espérait. À partir des années 2000, on a commencé à douter du rôle du pénal dans la solution des conflits armés. D'abord parce qu'on a vu que les procédures pénales internationales étaient longues, qu'elles étaient coûteuses et qu'il y avait parfois un manque de consensus de la part à la fois des acteurs étatiques et même des populations affectées. Tout ça est allé jusqu'à un désintérêt, voire une contestation de la justice pénale internationale. On se souvient des sanctions des États-Unis sous l'administration Trump. Et on s'est dit que ce qu'on a créé dans les années 90 ne pourrait plus être créé aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que la justice pénale n'a pas sa place pour le règlement des conflits? Bien, il y a deux événements qui sont venus en l'espace d'un an et demi nous rappeler que les choses n'étaient pas dites. C'est d'abord la guerre en Ukraine et ensuite le conflit à Gaza. Parce que pour chacune de ces deux crises, il n'a pas fallu une semaine sans qu'on commence à parler de justice. Ça montre bien que même si elle n'existe pas en pratique pour toutes les crises, c'est maintenant devenu un réflexe dans une bonne partie du monde, c'est comment est-ce que ça va se terminer devant un tribunal. Alors cette justice pénale internationale, elle vit dans un champ de force qui est extrêmement compliqué dans les années 2020. Parce qu'on est dans une décennie où on assiste à une gigantesque fragmentation du monde. Vous avez qu'à entendre toutes les émissions de géopolitique, on a inventé des tas de mots depuis 2-3 ans, on parle de démondialisation, de désoccidentalisation, de bipolarisation Est-Ouest, Nord-Sud, Empire, État démocratique, voire de minilatéralisation, de multi-alignement, d'opportunisme des puissances moyennes, etc., etc. Enfin bref, on se dit que c'est de plus en plus compliqué de rendre la justice parce que la justice pénale internationale, elle a besoin de consensus. Sans consensus, il n'y a pas de coopération des États, et sans coopération des États, il ne peut pas y avoir de justice. Tout ça, ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus général de recul de tous les modes de règlement pacifique des différends qui ont été mis en place depuis les années 90. On a par exemple le blocage des panels de l'OMC, à l'initiative des États-Unis, qui ne veulent plus de nommer de juges pour bloquer le règlement juridictionnel des conflits économiques, qui sont d'ailleurs souvent la source des conflits militaires, on le voit à 5 ou 10 ans plus tard. Les différends politiques ont du mal à être réglés par le Conseil de sécurité à cause des vétos qui font leur grand retour, on se croirait dans les années 60-70. Et puis même les processus juridictionnels ont du mal, on voit des décisions qui ne sont pas appliquées, ou on voit des juridictions qui ont du mal à enquêter et à rendre en tout cas leur office. Malgré cette fragmentation étatique, on voit qu'on a, à l'inverse, des sociétés civiles qui sont très actives et qui sont en demande de justice. On a parlé du révélateur ukrainien, mais on voit aussi de plus en plus d'ONG
qui elles-mêmes sont soit de terrain, soit internationales, qui font du plaidoyer et qui demandent de la justice. On voit aussi des médias qui sont présents sur le terrain et qui posent la question de qui va être responsable de ce qui se passe. Donc on a cette demande qui est là. Et puis on a aussi une société civile qui est partenaire des juridictions. Et là, on reboucle avec ce qu'on a dit juste avant. On a évidemment une justice pénale qui n'est plus du tout qu'une justice étatique. C'est une justice qui repose sur deux piliers, le pilier des États et le pilier de la société civile, qu'elles soient des sociétés privées, des ONG ou d'autres acteurs qui sont en devenir et qui vont être créés de plus en plus. Donc tout ça nous amène à avoir ce qu'on appelle évidemment maintenant dans le jargon des pénalistes internationalistes un écosystème qui devient extrêmement compliqué. D'abord parce qu'on a mis fin à la division entre le droit international pénal et la justice pénale nationale. Tout ça, ça se mélange, ça s'hybride. Je vais vous donner juste un exemple, c'est qu'on a par exemple des mécanismes qui ont été créés pour le Myanmar, l'Irak et la Syrie, qui sont en fait une internationalisation de la collecte de preuves, du classement, mais ces preuves vont arriver ensuite devant des juridictions nationales. Donc vous voyez, on internationalise la première phase de la chaîne pénale et on revient à une nationalisation pour la deuxième. Et puis vous avez, à l'inverse, ce qui est en train d'être fait pour l'Ukraine, où vous avez des équipes communes d'enquête qui sont faites par différentes polices nationales, donc vous avez un modèle typique de coopération interétatique, dans le but de faire des dossiers qui vont eux-mêmes potentiellement arriver devant une juridiction internationale. Donc vous voyez, on a vraiment ce croisement complet, on n'est plus du tout dans une séparation des deux. Et puis tout ça, ça se superpose avec une superposition des phénomènes criminels. Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois, et on le voit tous les jours, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une superposition entre le terrorisme et les crimes internationaux, mais une superposition aussi entre une forme de mafia et du crime international, de la captation de ressources, des crimes environnementaux. Donc du coup, on a un éclatement des catégories des infractions. Tout ça, moi, ça m'amène à dire de ce que je dis maintenant depuis un an, c'est que par l'intermédiaire de la justice pénale internationale, on est en train de faire disparaître la pyramide de Kelsen. Et on est en train de la remplacer par des mobiles d'Alexander Calder. Le droit n'est plus une pyramide verticale extrêmement bien organisée, avec des normes suprêmes et des normes qui vont dessous, mais ça devient des mobiles qui s'accrochent encore à quelque chose de solide, mais qui bougent et qui sont sans cesse en train d'évoluer. C'est ça les années 2020 et c'est ça le 21e siècle. C'est ça qu'on commence à voir aujourd'hui. Alors pour y voir un peu plus clair, on a un principe qu'on a développé dans la justice pénale internationale qui nous vient du statut de Rome, qui est le principe de complémentarité. Exactement comme le principe de subsidiarité dans le droit de l'Union européenne, c'est un principe qui est en train de devenir clé, puisqu'en fait c'est ce qui sous-tend la lutte contre l'impunité. C'est de dire qu'il doit toujours y avoir un juge qui doit être compétent quelque part pour répondre à une situation. Donc l'idée, c'est de dire qu'il n'y a plus de vide juridique. Et cette complémentarité, elle devient multidimensionnelle parce qu'elle n'est plus seulement entre États, entre national et international, mais il y a aussi l'échelon régional qui entre en jeu, et puis évidemment la discussion entre l'étatique et le sociétal. Alors comment est-ce que cette justice pénale internationale, elle peut rendre son office ? Je vais être assez rapide parce que je sais que c'est la dernière intervention, tout le monde a envie d'aller boire un verre ou d'aller faire autre chose. Mais je pense que la justice pénale internationale, il faut qu'elle soit plus efficace. Ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement clé. Elle a été très lente, elle a été très longue, d'abord parce qu'elle démarrait très tard. Généralement, on a souvent créé des tribunaux 5, 10, voire 15 ans après les faits. Mais elle doit aussi être plus rapide lorsqu'elle est rendue, c'est-à-dire qu'il faut plus de collégialité parmi les juges, plus de sécurité juridique. Il faut sans doute une procédure qui soit réellement plus hybridée, avec des juges qui soient en maîtrise des dossiers. Et puis aussi, un point qui est à mon avis très important, il faut qu'elle soit plus inclusive. Parce que la critique principale qu'on a aujourd'hui dans les années 2020, c'est que c'est une justice du Nord pour juger des affaires qui sont dans le Sud. Pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut qu'elle soit plus représentative du monde. Donc il faut qu'il y ait à la Cour un véritable reflet de cette diversité, qu'elle soit des modèles juridiques, des groupes géographiques, des langues, de manière à être elle-même légitime et de manière à pouvoir produire du consensus, parce que c'est de ce consensus qu'on va avoir de la coopération. Et ça, je pense que c'est le point probablement le plus essentiel. Et puis enfin, il faut que la justice pénale internationale, elle réponde aux défis technologiques, sociaux et géopolitiques du XXIe siècle. La justice pénale internationale, elle va suivre l'évolution de la guerre. Parce que si on veut que ce soit vraiment une réponse au conflit, eh bien qu'il faut qu'elle soit armée à répondre à la nature des conflits tels qu'ils vont être dans les décennies à venir. D'abord, il faut moderniser les enquêtes.
Alors on en a parlé avec mon collègue premier intervenant. L'essentiel, c'est évidemment la coopération avec les grands acteurs du numérique. Parce qu'on passe d'une justice qui dépendait essentiellement des témoins, donc l'enjeu clé c'était la protection des témoins, ça c'est les affaires des années 90 et auparavant, à aujourd'hui des dossiers qui vont être de plus en plus technologiques, parce que la preuve, elle est là. La preuve, c'est tous les smartphones qui sont en Ukraine ou à Gaza. Donc la question, ça va être l'authenticité, la datation, la localisation. Ça ne va plus être protéger le témoin de contraintes qui vont lui être imposées pour pouvoir dire la vérité. Enfin, ça existera toujours, mais en tout cas, ce ne sera plus la même chose, ce ne sera plus la seule. Et puis, il faut aussi éviter un risque d'instrumentalisation par certaines puissances. Parce qu'avec la technologisation, il va être évidemment extrêmement tentant de produire de la fausse preuve dans le cadre des conflits armés. L'autre point qui va être essentiel pour la justice pénale internationale dans les années à venir, c'est comment on va coopérer avec les acteurs privés. Parce qu'on l'a dit, il y a non seulement les GAFAM, mais il y a aussi Starlink, il y a les données qui vont nous arriver de l'espace, et puis il y a aussi toutes les données médiatiques et les données qui nous viennent des ONG. Parce qu'en fait, les ONG et tous ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont nous amener de la preuve. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à avoir la même garantie qu'avec ce qu'on a au niveau national avec nos officiers de police judiciaire? Est-ce qu'il faut faire des présomptions? Quel outil juridique, quel outil technologique on peut avoir pour s'assurer de la véracité de ces éléments? Et puis enfin, les pénalistes que nous sommes, il faut peut-être aussi qu'on commence déjà à réfléchir à des nouvelles formes de responsabilité pénale. On va avoir une technologisation de la guerre. Je pense que la guerre en Ukraine, c'est probablement la dernière guerre qui est une guerre de tranchées, une guerre du 19e siècle avec des outils du 20e. Les guerres futures, elles vont être essentiellement technologiques. Ça va être du drone, ça va être des armes autonomes qui vont être soit pilotées, soit qui vont se piloter elles-mêmes. Donc il faut qu'on imagine déjà aujourd'hui une responsabilité pénale de celui qui pilote, et puis surtout une responsabilité pénale de celui qui conçoit. Donc là, ça veut dire est-ce qu'il faut faire intervenir plus de dol éventuel dans la justice pénale internationale? Probablement. Et puis il faut certainement aussi imaginer une responsabilité des personnes morales. S'il y a une chose à mettre dans le traité de Rome, dans une future révision dans les 20 ans à venir, c'est certainement ça, parce qu'on assiste à une privatisation de la guerre, on a une mercénarisation avec des acteurs privés, et puis on aura des acteurs qui vont produire la technologie pour tous ces éléments-là. Donc voilà, en quelques mots, les défis qui nous viennent. Moi, je fais quand même partie des optimistes. Si je suis candidat pour être juge de la Cour pénale internationale pour les 9 prochaines années, j'espère quand même qu'on aura du travail. Mais je suis un optimisme mesuré et un optimiste qui dit qu'en tout cas, on a besoin de la doctrine, parce que si on veut faire tourner ces juridictions, on a besoin déjà de penser la justice pénale internationale du futur. Voilà. Merci infiniment pour ces propos optimistes sur le rôle de la justice en ces temps si sombres. Alors maintenant, j'ai l'honneur et le très grand plaisir de proposer à Monsieur le procureur général François Molins de venir conclure par quelques mots ce colloque sur l'avenir du droit pénal. Et là aussi, je crois que vous êtes une grande figure de notre justice pénale qui a donné, dans des moments difficiles, de l'espoir. Et voilà, à l'issue de ce colloque, je pense qu'on a donné quelques mots galvanisants pour la jeune génération qui a été là, la nouvelle génération des pénalistes qui a suivi très attentivement ce colloque et jusqu'au bout. Donc, Monsieur Molins, vous avez la parole. Merci, Monsieur le professeur. Je suis très heureux d'être avec vous. J'échappe à l'exercice de la synthèse. Je pense qu'il aurait été quasiment impossible, compte tenu de la richesse de toutes les interventions qui se sont succédées depuis hier et auxquelles je n'ai pas assisté, moi. Donc, j'aurais certainement pas pu la faire aujourd'hui. Donc, je vais faire quelque chose de très arbitraire, mais je vais répondre à la carte blanche que m'a donnée Pascal Beauvais. J'ai choisi donc quelques questions qui me paraissent illustrer un certain nombre d'enjeux qui concernent le droit pénal de l'avenir. Encore une fois, c'est très arbitraire et ça ne prétend pas être exhaustif. Le premier auquel je pense pour le droit pénal de l'avenir, c'est, je pense, l'enjeu qui consiste à pouvoir se libérer de l'émotion qui préside aujourd'hui de l'adoption de nombreuses lois et de résister à ce que j'appelle la tentation de la réforme rapide. C'est malheureusement devenu une habitude. On réagit chez nous et dans d'autres pays par
à un événement grave par une réponse législative immédiate qui ne relève parfois, malheureusement, que de l'affichage médiatique. Or, la prégnance du fait divers ne peut conduire, je pense, qu'à des politiques erratiques et elle est rarement garante d'une productivité de qualité. Toute initiative législative devrait donc normalement mériter une mûre réflexion. Se trouver dans le droit pénal, aujourd'hui comme demain, c'est, comme l'écrivait un professeur que j'ai bien connu à Lyon, le professeur Dana, dans une thèse sur essai sur la notion d'infraction pénale, se trouver dans le cadre du droit pénal, c'est être condamné à la certitude de rencontrer l'infraction, écrivait-il. L'analyse de l'infraction est effectivement toujours inévitable, et elle le restera, je pense, parce qu'elle est l'une des pierres angulaires de la responsabilité pénale. C'est en fait la clé de voûte de notre droit pénal, et elle le sera encore demain. Enfreindre, donc, c'est accomplir ce qui est interdit ou ne pas faire ce qui est prescrit. Toute incrimination réunit donc forcément une norme matérielle et une norme morale, avec une imputabilité qui repose sur le discernement et donc sur la volonté libre, qu'on peut aussi parfois qualifier de libre arbitre. Elle est nécessaire parce que pour pouvoir juger quelqu'un, on ne juge pas les fous, précisément parce qu'ils n'ont plus cette capacité à décider. C'est pour ça que la loi prévoit aujourd'hui une procédure permettant à la Chambre de l'instruction, après avoir constaté que les faits reprochés ont bel et bien été commis, permet de déclarer la personne responsable, qui a commis tout ça, irresponsable à raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. L'émotion suscitée par l'affaire Halimi, dont je pense on vous a parlé au cours de ce colloque, aurait pu mettre à mal ce principe de responsabilité fondé sur le libre arbitre, mais la Cour de cassation a rappelé le droit sous l'égide des grands principes qui le fondent et qui font que le droit pénal doit être interprété de façon restrictive, de façon stricte. C'est un principe corollaire du principe de l'égalité qui a valeur constitutionnelle. Le juge doit ainsi toujours faire de l'interprétation stricte sa devise quotidienne. Un deuxième enjeu me paraît être celui de la balance entre la sécurité et les libertés, et je l'illustrerai à travers deux exemples, là aussi tout à fait arbitraires, qui renvoient en fait à l'office du juge et à l'office du procureur. Alors le premier, c'est celui des régimes dérogatoires, qui, vous savez, se multiplient depuis près de 40 ans dans notre procédure pénale pour mieux lutter contre les formes les plus graves de la criminalité, le terrorisme, la criminalité organisée. Régimes dérogatoires qui répondent toujours à deux objectifs, une meilleure efficience grâce à des magistrats spécialisés et une meilleure efficacité grâce à des techniques d'enquête spéciales, plus intrusives et une répression plus sévère. Tous ces régimes, qui sont en général l'apanage de la juridiction parisienne et des JIRS, reposent sur le même principe, la spécialisation, non pas des juridictions spéciales, mais des juridictions spécialisées, donc une distinction qui est fondamentale et qui marque la volonté constante du législateur d'inscrire la recherche d'efficacité que j'évoquais dans l'état de droit. C'est donc en fait l'autorité judiciaire composée de juges et de procureurs qui est le garant juridique de cet état de droit et qui font qu'elle doit exercer ses prérogatives pleinement et avec rigueur. Et c'est ainsi qu'il appartient aux magistrats de s'assurer que les pouvoirs résultant de ces régimes dérogatoires ne sont pas détournés de leur finalité. Ça passe donc par la plus grande rigueur dans la définition de l'acte terroriste ou dans l'appréciation de la circonstance aggravante de bande organisée, clé de voûte du dispositif, et qui, toutes deux, marquent le point d'entrée dans ces régimes dérogatoires de ces dispositions pénales. Les magistrats du parquet et du siège doivent donc toujours contrôler que les faits présentant des éléments de gravité sont suffisants pour justifier les mesures dérogatoires. Le deuxième exemple de tension entre sécurité et liberté est celui des preuves numériques, et je pense là plus précisément à la problématique de la conservation des données, de trafic et de localisation, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces moyens de preuve, ils ont complètement évolué. On sait qu'aujourd'hui, plus de 80% de la preuve en procédure pénale est d'origine électronique. Et ces données de collection, donc évidemment, qui sont appelées métadonnées, ou données relatives au trafic et données de localisation, portent donc non pas sur le contenu des messages, je le rappelle, mais sur les conditions dans lesquelles ces derniers ont été consultés ou échangés. Elles sont donc relatives à l'identité, à la localisation de l'auteur et du destinataire de la communication. Cette exploitation, elle repose bien sûr sur leur conservation, généralisée, indifférenciée pendant un certain temps par les opérateurs de communication électronique, qui sont tenus d'y procéder dans des conditions parfois différentes suivant les pays et permettent donc de lire d'une certaine façon le passé
en retraçant les activités auxquelles un individu a pu se livrer sur le réseau avant d'être soupçonné d'activité criminelle. Il s'agit donc à l'évidence d'une arme très précieuse. C'est une évidence en matière de lutte antiterroriste. Je ne vais pas rappeler toutes les avancées et la vitesse qu'ont permis l'exploitation de ces données dans les grandes enquêtes terroristes de 2015, en permettant d'aller beaucoup plus vite et d'identifier beaucoup plus rapidement des cellules terroristes situées en France et en Belgique. En matière de criminalité organisée, ça l'est tout autant, parce qu'aujourd'hui, les chefs des organisations criminelles ne relèvent plus de mode de surveillance classique, ils ne sont pas sur le terrain, ils restent à distance et donnent leurs instructions en utilisant les nouvelles technologies. On sait qu'à la suite d'un certain nombre d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, bien connus que je ne rappellerai pas, la Cour a rappelé et a jugé que n'était pas conforme au droit de l'Union les législations nationales qui prévoyaient une conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données de trafic et de localisation et qui n'encadraient pas suffisamment leur consultation par les autorités nationales, la Cour de justice retenant ainsi que si la conservation des données était possible, elle devait être ciblée et limitée au strict nécessaire, avec notamment une consultation des données qui devait être autorisée par un juge ou par une autorité administrative indépendante. Alors ces exigences ont bien sûr fragilisé nombre de législations nationales en Europe, je n'y reviens pas. Cette jurisprudence est aujourd'hui, semble-t-il, stabilisée, mais le problème lui reste posé de ces tensions permanentes entre sécurité et liberté dans un monde où la menace terroriste et celle du crime organisé sont récurrentes. La conservation des données apparaît donc désormais comme un préalable au succès des investigations en droit commun, en criminalité et en terrorisme. La question qui se pose alors est de savoir jusqu'où nos démocraties sont prêtes à aller, et c'est tout l'enjeu, avec un équilibre à trouver qui est délicat entre effectivement ce pôle et cette tension entre la sécurité et les libertés. Dans une démocratie, ce sont l'État et ses autorités qui sont chargés de protéger les libertés fondamentales, et on peut se poser la question effectivement de savoir si le choix juridique ne devrait pas être celui de la protection de la vie privée par la garantie d'un accès juridictionnellement encadré aux données conservées. Pour les enquêtes judiciaires, ne devrait-il pas y avoir l'autorisation d'accès à des données dont la sensibilité est particulièrement importante? Ne devrait-il pas relever des autorités judiciaires qui, dans nos démocraties, sont bien les garantes des libertés individuelles? Je pense que les mécanismes juridictionnels existants dans les différents États de l'Union devrait permettre de trouver le cadre indispensable à assurer contrôle et efficacité sans tomber dans le travers qui rend des enquêtes pénales d'un niveau de complexité qui peut, à l'évidence, nuire à leur efficacité. La réponse à ces questions est bien évidemment aussi cruciale pour le droit pénal de l'avenir. Troisième enjeu sur lequel je passerai très vite, c'est celui du contentieux pénal de l'environnement, qui est aujourd'hui devenu une valeur commune à tous, une sorte de bien commun, et qui pose la question effectivement des recettes qui devraient être engagées pour une meilleure effectivité du droit pénal de l'environnement, avec notamment la création, c'est ce qu'on avait souligné avec le groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider et d'animer quand j'étais à la Cour de cassation, et la création d'une véritable infraction générale de mise en danger de l'environnement qui ne correspond pas à celle qui a été adoptée et qui figure aujourd'hui dans le droit français. Le dernier enjeu dont j'ai choisi de vous parler très vite est celui des peines. À l'heure de la surpopulation pénale dans notre pays et de l'existence d'un stock récurrent qu'on avait déjà connu il y a 10 ans, 12 ans au cabinet, Nicolas, de plus de 90 000 peines à exécuter. À l'époque, on le dénonçait déjà dans les années 2009 à 2011. Je crois qu'on est là au cœur des enjeux du droit pénal de l'avenir, parce que la finalité de tout système pénal pose le problème de l'exécution et surtout celui de l'efficacité des peines prononcées au regard des impératifs de sanction et de prévention de la récidive. On connaît tous les maux du système français qui se caractérise par cette surpopulation carcérale, qui rend difficile le travail de réinsertion à l'intérieur des établissements et qui avait d'ailleurs valu pour cela plusieurs condamnations à la France par la Cour européenne. Mais qui se caractérise aussi par une certaine inefficacité puisque ce système voit de nombreuses peines non exécutées ou exécutées très tardivement après le prononcé. Je pense que la prise en charge extérieure du délinquant qui a purgé sa peine et payé sa dette à la société fait légitimement partie de tout système judiciaire. Et je pense qu'il relève en effet de la philosophie d'un État de droit, de remettre sur le droit chemin celui qui s'en est écarté et se sent désespéré de ses chances d'amendement,
en l'aidant à se racheter et à retrouver une conduite conforme à sa dignité d'être humain, dans son propre intérêt comme dans celui de la société. Construire des places de prison supplémentaires est donc bien sûr nécessaire, mais une réponse fondée uniquement sur la détention par l'enchaînement de programmes immobiliers de prisons supplémentaires ne peut constituer une réponse adéquate et suffisante à la suroccupation. Elle doit se doubler d'une politique pénale de prévention de la récidive et d'aménagement des peines, favorisant la réinsertion sociale par l'adaptation des modalités d'exécution à la situation du détenu. Et c'est la raison pour laquelle, avec le comité des États généraux, on avait recommandé un renforcement très substantiel des moyens consacrés au milieu ouvert, afin de garantir une prise en charge individualisée et pluridisciplinaire des condamnés, mais aussi un contrôle beaucoup plus étroit et beaucoup plus rigoureux et structuré du respect de leurs obligations. Au-delà, la condition de l'efficacité de tout système pénal me paraît reposer sur l'effectivité des peines prononcées. Je ne suis pas le premier à dire ça. Il y a un certain Beccaria qui l'avait dit il y a très très longtemps. L'avenir de notre droit pénal me paraît ainsi passer nécessairement par le retour à une situation où les peines soient exécutées, aménagées ou pas, dans des délais raisonnables, et en s'attachant à redonner du sens à la peine pour la remettre au service d'une réinsertion effective et à réduire les risques de récidive. Au fond, l'enjeu n'est-il pas de redonner du sens à la justice et de réhumaniser son action? Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Monsieur le procureur général. Voilà, nous avons terminé par un bouquet final cette fête du droit pénal, en plus avec Beccaria. Donc l'avenir du droit pénal, c'est Beccaria. Je vous remercie à tous et à toutes, et voilà, je vous souhaite un bon retour chacun chez vous. À très bientôt. Au revoir. Merci.